Salut Thomas, Salut Agathe. bienvenue sur le podcast Parlons Futur où il y a un nouveau format qui sort. J'aimerais pouvoir rebondir avec toi sur ta newsletter Parlons Futur où il y a quelques sujets qui m'ont interpellée, si tu es d'accord, de discuter de tout ça avec moi. Donc Thomas Gestin, tu es cofondateur de Yelda qui développe des solutions de voicebot et de callbot propulsés par l'IA. Donc le sujet finalement comme sur ta chaîne déjà présente, c'est toujours l'intelligence artificielle. On va parler de plein de sujets différents ici. Super, c'est parti. Alors, moi, je voulais commencer par la première chose dont tu parles dans ta newsletter, finalement, c'est la sortie du nouveau voicebot GPT-4o. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet et en quoi c'est une grande avancée chez OpenAI, en fait? Voilà, donc en fait, OpenAI sont les leaders dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, alors même s'ils sont talonnés de près par d'autres écuries comme Oui. Alphabet, c'est-à-dire Google, ou encore Facebook Meta. Mais voilà, donc là, c'était une attente que le public avait de spécialistes, et donc ils ont sorti ce dernier modèle, GPT-4o, O pour Omni, parce qu'en fait, Omni, ça veut dire tout, c'est-à-dire du multimodal, ça va mélanger texte, audio et vidéo. Ça peut interpréter, comprendre ces différents formats et répondre en fonction. Donc, alors, encore une fois, ils ont lancé cette démo, mais ils n'ont pas rendu cela accessible au grand public. Et même s'ils s'appellent OpenAI, en réalité, ils sont de plus en plus fermés, hein. C'est d'ailleurs un des reproches que fait Meta, que fait Facebook, puisque Facebook, Meta, eux, ils sont à fond sur l'open source. OpenAI, en fait, ils sont beaucoup moins ouverts, paradoxalement. Donc, ils ont fait cette démo, ils ont partagé un certain nombre de résultats qui est capable de générer leur dernier modèle, mais ils n'ont pas encore rendu ça disponible du plus grand public pour qu'on puisse tester vraiment, voir ce qu'il y a dans le ventre. Mais ce qui est d'ores et déjà époustouflant, c'est que on a donc un outil avec qui on peut dialoguer au format audio et avec un temps de réaction qui est vraiment minime. Donc et ça, c'est vrai que ça change tout dans l'expérience utilisateur. On parle à l'IA, elle nous comprend instantanément, mais il n'y a pas de lag. Et c'est vraiment, on est dans la microseconde, quoi. C'est assez ahurissant. Et puis si on l'interrompt, en fait, elle comprend les interruptions, donc elle se tait finalement, elle nous laisse parler, et puis après elle reprend. Donc cette immédiateté, cette instantanéité, aussi le fait aussi de pouvoir restituer des émotions dans la tonalité de la voix, Oui. tout ça est assez bluffant. Donc, faut regarder les démos. Il y en a plusieurs. Donc, on a à un moment donné une IA qui s'amuse aussi à encadrer un jeu entre différents participants. Tout ça via le biais de la caméra et du micro. Donc, sur son téléphone, on active la caméra. L'IA, en fait, peut voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Elle comprend qu'elle a affaire à une ou deux personnes, qui parlent quand pour dire quoi, qu'est-ce qu'il y a au second plan. Elle peut donc organiser aussi une discussion, puis après résumer qui a dit quoi à la fin de la discussion. Donc c'est vraiment l'alliage de la caméra et du micro, pouvoir comprendre ce qui s'est passé, qui dit quoi en temps réel, répondre en fonction. Euh, donc les applications sont illimitées. Dès qu'il s'agit de manipuler le langage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Un autre exemple partagé, et ça fera lien avec un autre sujet sur lequel je crois que tu veux m'interroger, mais on peut avoir un OpenAI GPT-4o, donc qui est derrière un tuteur en IA, qui va pouvoir dialoguer avec l'étudiant et lui poser des questions, en fait, l'amener aux réponses, mais sans lui révéler les réponses. Voilà. Et, Donc, et et ça, donc là, ouais. tu me parles surtout de la forme, de la forme du voicebot. Au niveau du fond, de la pertinence des réponses, est-ce qu'il y a vraiment une évolution par rapport à ce qui était proposé avant, dans les anciennes versions? C'est quoi la différence avec les voicebots qu'on connaissait déjà, par exemple les voicebots de Yelda que vous proposez? Qu'est-ce qui change au niveau enfin, est-ce qu'il y a une pertinence bien plus fine au niveau du fond, sur les Alors, réponses, de alors, l'IA?
Alors nous, on ne développe pas en fait nous-mêmes directement l'IA qui a sous le capot. On utilise au contraire des modèles existants, dont ceux d'OpenAI, mais pas que. Donc on se range pas du tout à leur niveau. Mais pour ce qui est d'OpenAI ici, disons que c'est plus sur la forme et plus dans le fait de coupler différents formats, audio, vidéo, texte, etc. Sur le fond du fond et donc la qualité des réponses, là, il n'y a pas une énorme évolution sur ce qui est déjà proposé. Et ça se fera dans le cadre de GPT-5, que certains annoncent pour cet été, et d'autres pour l'année prochaine. En fait, il n'y a pas vraiment de date, on n'en sait rien. Ça viendra, mais voilà. Donc là, pour ce qui est des réponses et la qualité des réponses pures, on est un peu dans la continuité de ce qu'ils faisaient déjà dernièrement. C'est plus sur la forme. Mais encore une fois, là, ce qu'ils ont annoncé, c'est bluffant, mais c'est pas disponible du grand public. Sachant Ça que serait destiné, c'est ce serait très destiné au consommateur de grand ressources. public ou... Oui, oui, bien sûr, tout le monde aura ça dans sa poche. Là, eux, ils veulent démocratiser tous ces outils. Et d'ailleurs, en fait, de mois en mois, de nouvelles versions, ils font baisser d'ailleurs drastiquement le coût d'utilisation. Alors, disons que ça veut dire qu'on va pouvoir se servir gratuitement de leurs outils bien plus que par le passé. Pour les développeurs qui utilisent leur technologie via des API en marque blanche, entre guillemets, le coût pareil, par unité d'information produite chute en fait aussi de mois en mois, de sortie en sortie. Donc, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Mais aujourd'hui, dès qu'on commence à toucher un peu à l'analyse en temps réel de vidéo et même d'audio sans lag et autres, c'est très consommateur de ressources. Donc là, ils ont fait une démo exceptionnelle, mais en fait, c'est pas encore quelque chose qu'on va avoir sous la main tout de suite maintenant. Mais c'est encore une fois, c'est une question peut-être de mois, au plus peut-être d'une année. Et ensuite, il y aura d'autres fonctionnalités sans doute encore plus incroyables qui arriveront. Même si certains disent qu'on touche un peu aux limites de ce qu'on peut faire sur la partie langage, parce que tout ce qui touche au langage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est entraîné sur des corpus de texte qui principalement viennent d'Internet. Et en fait, on commence à avoir fait le tour de tout ce qui se dit avec du langage. Et donc, c'est pour ça que les enjeux de demain, c'est plus sur la compréhension de vidéos. Qu'est-ce qui va se passer par la suite dans une vidéo et comme proxy d'ailleurs pour comprendre ce qui va se passer dans le monde réel. Donc on met un robot dans la vraie vie, est-ce qu'il peut comprendre ce qui risque de lui arriver, s'il va dans cette direction ou s'il part dans cette direction. Ça, c'est des enjeux bien plus compliqués qui supposent de comprendre un peu la physique élémentaire, comme un bébé qui comprend que voilà, quelqu'un qui disparaît derrière un fauteuil, il va réapparaître une seconde après. Ça, c'est des choses que nous, intuitivement, on comprend très vite quand on est petit, mais on n'arrive pas à répliquer exactement encore de façon fiable avec des IA. Voilà, donc ça, c'est sans épiloguer sur ce sujet. Voilà où on en est aujourd'hui avec ce dernier modèle. Avec le deep learning, le robot est quand même censé apprendre en travaillant, enfin, en Oui, évoluant alors, grâce au oui, deep c'est ça. learning. C'est ça, mais alors Donc, bon, le deep learning, c'est un mot maintenant c'était le mot qu'on utilisait, mais il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, de l'apprentissage supervisé, non supervisé, etc. Enfin, il y a par renforcement, donc ça devient très vite très complexe. Mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la façon de le faire avec du texte, en fait, est différente de ce qu'il faudra qu'on fasse. Et ça, c'est Yann Lequin qui l'explique. Hein, c'est différent de la façon dont il faudra le faire pour ce qui touche à, on va dire, à la vidéo, la compréhension des vidéos et par extension, la compréhension du monde qui nous entoure pour les robots, pour avoir une intelligence qui peut évoluer dans le monde réel, le nôtre. Parce qu'en fait, le langage, mine de rien, c'est linéaire, c'est des mots les uns à la suite des autres. Donc, on a une seule dimension, on enchaîne des mots, et puis le nombre de mots qu'on peut utiliser, c'est un nombre un peu fini. Donc, en fait, en faisant des analyses statistiques de tous les corpus de texte, on peut arriver à comprendre quelle est la probabilité qu'un mot vienne à la suite d'une suite de mots précédentes. Donc, quelque part, c'est bien plus simple que essayer de comprendre dans une vidéo, voilà ce qui s'est passé jusqu'à telle minute de la vidéo, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, ce n'est pas les mêmes méthodes d'entraînement et en fait, on ne sait pas le faire. Voilà, et ceux qui sont à la pointe de ça, notamment Yann Lequin, donc, français qui dirige l'IA chez Meta, il explique qu'aujourd'hui, bon, il y a des idées, on essaye, mais on ne sait pas encore comment on va le faire. Voilà, mais ça supposera sans doute, oui, d'avoir notamment des robots dans le monde réel qui évoluent, mais on essaie de faire des simulations aussi sur ordinateur, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des robots qui se cassent la figure. Enfin, ce serait trop cher, ce serait beaucoup trop cher. Donc, il y a de la simulation, mais comment on arrive à organiser toutes ces simulations avec assez de répétitions et puis selon quelles règles pour développer cette physique intuitive. Parce que le piège, c'est de vouloir
Par exemple, si j'ai un crayon dans la main et puis qu'il est en train de tomber, on ne veut pas que l'IA elle nous prévoit, par exemple, au micromètre près, où est-ce que le stylo va tomber, dans quelle position. Parce que ça, déjà, c'est trop compliqué, ça demanderait trop de puissance de calcul, c'est impossible. Par contre, on veut juste comprendre l'idée que le stylo va continuer de tomber et il va peut-être rebondir un petit peu. On a juste besoin de cette idée générale. On n'a pas besoin des détails. Et ça, en fait, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et c'est un peu l'enjeu de la recherche sur laquelle se concentre encore une fois Yann Lequin. Alors après, chez OpenAI, eux, ils sont plus prosaïques. Ils ont vu que de scaler, en fait, les modèles comme ça, en tout cas les large language models, où en fait on a toujours plus de puissance de calcul qu'on vient alimenter avec de la donnée toujours mieux packagée, donc soit toujours plus de données, soit des données, soit pas forcément plus de données, mais des données de meilleure qualité, mieux triées, mieux organisées. Ça, ils expliquent que ça n'a pas encore livré tous ses secrets et qu'on va encore pouvoir développer des fonctionnalités incroyables juste en continuant comme ça dans cette direction. Mais Yann Lequin lui dit oui, ça c'est très bien, mais ça, on atteindra ses limites. Vous verrez que sur la vidéo, ça marchera pas bien. Et puis c'est pas comme ça qu'on va arriver à l'intelligence artificielle de niveau général, c'est-à-dire de niveau humain, et aller au-delà. Il faudra pour ça d'autres modèles, et les LLM, les Large Language Models, sont une impasse à ce titre. C'est très bien, profitons-en, déployons-les, développons-les au maximum, mais c'est pas comme ça qu'on arrivera à développer une intelligence artificielle de niveau humain. Pour ça, il faudra d'autres moyens, et c'est un peu tous les enjeux de la recherche aujourd'hui. Ok. Et donc, tu m'as parlé rapidement des devoirs et que GPT pouvait aider les jeunes à faire leurs devoirs. Enfin, en fait, c'est la prochaine news dont je voulais te parler, qui m'a interpellée. Ouais. L'info, c'est que GPT-4 pourrait faire pratiquement tous les devoirs des jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Comment on fait quand on a cette info-là? Sachant que quand même le but de l'école et le fait d'aller, enfin l'éducation, c'est d'apprendre et c'est pas de faire le travail par un robot. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces jeunes et aux parents qui peut-être sont inquiets de cette Bien sûr. nouvelle? Alors ça, c'est un problème fondamental. C'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, les devoirs à faire à la maison à l'ancienne, c'est mort, parce qu'en fait, on peut les faire avec l'IA. Donc, tout ce paradigme qui existe depuis des décennies, tout ça a volé en éclats. Et bien malin, celui qui sait exactement ce qui va se passer, comment on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça n'a pas grand intérêt. Donc là, il y a plusieurs façons de penser. Alors, une première façon de penser, c'est de se dire, on a eu ce débat avec les calculettes à l'époque. Quand les calculettes sont arrivées, les gens se sont dit, mais on va devenir bête, on ne saura plus calculer par soi-même, c'est une béquille, une espèce de prothèse, ça va nous empêcher de réfléchir. Et en fait, au final, on a tous adopté la calculette et ça nous aide à nous concentrer sur autre chose. On gagne du temps, effectivement, pour effectuer des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Mais ça en libère pour traiter dans le temps imparti d'un devoir sur table, par exemple, pour traiter des problèmes plus compliqués, parce qu'on n'a pas besoin de passer tant que ça sur de longues multiplications. On peut se concentrer sur la réflexion plus large de quel outil utiliser, mathématique, quel théorème pour arriver à quelle solution. Donc ça a déplacé le problème, en fait. Oui, peut-être qu'on s'est un peu abruti à certains égards parce qu'on est moins bon en calcul mental, mais de l'autre, on sait comment utiliser tel et tel. Par exemple, alors, je fais ce parallèle avec le calcul mental parce que Albert Einstein lui-même disait qu'il était nul en calcul mental. Donc on voit bien que en fait, c'est juste que la façon de mesurer, on va dire, l'intelligence ou de savoir ce qui est important à apprendre ou pas, ça évolue avec le temps. Et peut-être que de la même façon que en fait, le calcul mental, c'est important de l'apprendre à l'école et autres, mais c'est pas une fin en soi. Et qu'en fait, si au final on a des outils qui permettent de faire le calcul plus vite, si ça permet dans un devoir de passer moins de temps à faire le calcul mental et plus de temps à réfléchir à quel outil mobiliser, quel théorème, quel ceci, quel cela pour traiter des problèmes plus compliqués, c'est peut-être pas plus mal. Et c'est un peu d'ailleurs tout le propre de la carrière d'Albert Einstein, qui est donc apparemment nul en calcul mental, mais qui a produit des choses stupéfiantes. Et donc là, de la même façon, ok, on déplace encore le curseur, il y a peut-être bien plus de choses qu'avant que l'IA va pouvoir faire et qu'on n'aura plus besoin de faire nous-mêmes, mais du coup, ça va peut-être nous libérer pour nous attaquer à des problèmes plus importants, plus intéressants, plus vastes, plus larges. Donc, c'est ça, mais ça, du coup, c'est difficile à appréhender, à comprendre, à mesurer d'ores et déjà. On va le découvrir en le faisant. Voilà, ça c'est une première chose. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va peut-être devoir, juste pour continuer un instant là-dessus, mais moi, dans l'éducation, ce qui me fascine, et avant même tous ces progrès en IA, c'est la façon de voir de la Khan Academy,
donc c'est Monsieur Kahn, j'ai oublié son prénom, qui en fait a lancé ce mouvement bien avant les derniers programmes d'IA. Il s'était fait repérer par Bill Gates. En fait, lui, c'était un ingénieur qui a aidé son neveu ou son fils, je sais plus, à faire ses devoirs. Ils se sont rendus compte que le système académique, scolaire aux États-Unis, mais en fait, on pourrait faire le même constat en France, était désuet. Un système en fait où on écoutait passivement un prof faire un cours à l'école et on se retrouvait à faire ses devoirs à la maison. Et pour lui, en fait, dans sa tête, l'idée, ce serait de faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on suit le cours chez soi, à son rythme, par exemple en regardant une vidéo. Et en fait, c'est à l'école qu'on fait des exercices face au professeur. Et lui, il a développé toute une méthode comme ça, qui est assez accessible en ligne, et c'est assez génial. Et alors, d'ailleurs, un de ses préceptes, c'est que ça sert à rien de passer au niveau suivant si on n'a pas parfaitement assimilé le niveau précédent. Donc, par exemple, tant qu'on n'a pas tout bon à 10 questions d'affilée dans un domaine, à des quiz, on n'a pas validé en gros son module, et tant qu'on n'a pas validé le module, ça sert à rien d'aller au deuxième module. Mais après, par contre, si on l'a validé, on peut enchaîner les modules et on peut se retrouver à avancer bien plus vite même que le programme imposé. Donc lui, voilà, c'était un peu sa façon de voir les choses pour ce qui est l'éducation. Et sans surprise, en fait, là, il est en pointe aussi sur tout ce qui est ChatGPT, etc. Et le tuteur dont je parlais, c'est lui qui l'a développé. Le tuteur qui s'appuie sur ChatGPT. Et l'idée, c'est voilà, de façon socratique, c'est-à-dire en amenant l'étudiant lui-même à réfléchir et sans lui fournir les réponses, l'amener vers la solution progressivement. Et évidemment, après, d'étape en étape, on l'aide de moins en moins jusqu'à ce qu'il puisse voler ses propres ailes et résoudre les problèmes sans aide aucune. Et on verra bien comment on s'adapte, mais à la fois c'est une opportunité, à la fois c'est une menace. C'est une menace parce que, comme on le disait, faire ses devoirs aujourd'hui, on peut tricher facilement. Et on sait que les jeunes, on a tous été un peu comme ça, on peut être les partisans du moindre effort, paresseux, etc. Mais de l'autre, on peut avoir des tuteurs sur mesure qui vont s'adapter à notre niveau, qui vont nous faire progresser à la vitesse qui est idéale pour nous, et à qui on n'aura aucune gêne à avouer qu'on n'a pas compris ceci ou cela, à l'inverse d'un professeur ou d'un être humain à qui on va être gêné de dire qu'on n'a pas compris, et à plus forte raison face à une classe entière. On n'ose pas lever la main pour dire qu'on n'a pas compris, alors qu'en fait, dans certains cas, personne n'a compris dans la classe. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'on le voit dans le domaine de la santé, des médecins, des infirmiers, des infirmières. On a des patients ou des retraités qui expliquent qu'ils préfèrent, ils adorent la présence de robots parce qu'ils peuvent se confier plus facilement sur leurs problèmes ou sur leur historique médical à un robot médecin qu'à un vrai médecin parce qu'ils ont moins peur d'être jugés. Et ça, on s'aperçoit que, parce que certains pointent les robots du doigt en disant non, mais il n'y aura pas cet affect, la partie émotionnelle, la partie humaine, etc., ça va manquer. Et en fait, on s'aperçoit dans plein de cas que c'est tout l'inverse. Les robots font preuve de plus de compassion. Et en fait, on considère, enfin, les patients, les interlocuteurs de ces robots considèrent qu'ils seront moins jugés. Et donc ça, bien C'est plus sûr. neutre, plus impartial, ouais. Plus impartial, ouais, et voilà, ils vont pas être jugés. On se dit qu'on a fait un robot, donc on se confie à lui plus facilement. Et donc, bien sûr, tout ça, ça trouve son intérêt dans les tuteurs pour l'éducation. Et sans aller trop loin non plus, encore une fois, je pense qu'une façon de s'adapter pour les professeurs, d'ores et déjà, idéalement, ce serait de laisser les étudiants comprendre les cours à leur rythme chez eux, via des vidéos au besoin. Par contre, c'est en classe qu'on fait les exercices. Comme ça, le professeur peut intervenir de table en table, il peut vérifier qu'on ne triche pas en utilisant les ChatGPT et autres. Peut-être plus de restitution à l'oral, voilà, parce que quand on est invité à parler face à la classe ou autre, si on n'a pas pris sa leçon, si on n'a pas compris sa leçon, ça va se voir tout de suite. Alors que si on doit rendre un devoir écrit, c'est clair que c'est mort. Donc forcément, il faut être un peu, je pense, créatif et revoir sa façon de tester si un étudiant, un écolier a pris sa leçon et l'a comprise. Là, tu cites de la maternelle aux études supérieures ou Je pense que non, mais il disons qu'en faudrait de la maternelle. même manière, faudrait gérer de la même manière les Non, bien maternelles sûr. Après, que il les y études a supérieures des au niveau différences. de ChatGPT. Donc ça veut dire utiliser la technologie et l'intelligence artificielle même quand ils ont moins de 10 ans. Non, mais je pense que pour les plus jeunes, il y a peut-être moins de sujets parce qu'ils ont pas le téléphone forcément chez eux, ou ils vont pas utiliser en matériel, en tout cas, ils vont peut-être pas utiliser par eux-mêmes ChatGPT. Donc là, disons la question se pose moins. Je pense plus à Faut aller, changer. on va dire, disons que la fin du primaire et puis surtout le collège et le lycée, c'est là où on a le plus de risques, voilà, de triche. Et puis même pour ce qui est des études supérieures, là, on se demande encore comment ça va être possible. Mais c'est marrant parce que typiquement moi dans mon domaine aussi.
à un moment donné, il fallait passer des certifications dans certains domaines. Et typiquement, sur Facebook, il y a des certifications dans le marketing et ça peut être fait en ligne. Mais ils ont, alors, ils organisent ça en live et avec un software conçu de telle façon qu'en fait, on n'est pas censé pouvoir se connecter à autre chose pour chercher les réponses en temps réel. Et donc, ça permet de limiter, on va dire, les risques de triche parce que ce serait trop galère d'aller directement demander à ChatGPT en même temps, compte tenu de la façon dont est configuré le site web où se passe le test, où les questions sont posées. Donc, il peut y avoir des façons de tester les connaissances ou la compréhension d'un sujet en limitant les risques que les personnes aillent tricher en parallèle. Mais bon, je pense que ça se complique de plus en plus. Donc, disons que pour on va dire les établissements où voilà, on est déjà dans le présentiel, il faut profiter du présentiel pour tester, on va dire, peut-être les connaissances. Alors, à vrai dire, tout ce qui est devoir sur table à l'école, ça, voilà, si on n'a pas pris ses leçons, si on n'a pas compris, ça va être difficile de tricher avec ou sans ChatGPT. Donc, le sujet, c'est plus avant les devoirs ou avant les oraux, c'est plus à la maison, les devoirs à la maison. Ça doit être repensé. Parce que, après, il y a des profs qui justement, invitent même les élèves à utiliser, mais ils disent, mais relisez ou attention aux pièges, ou qui Il faudrait une expliquent. formation. Bien Il faudrait sûr, former les élèves et les ouais, professeurs, sûrement, mais ouais, tout à à fait. ce nouvel outil. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul outil, il y en a plein. Donc, lequel? Et puis, c'est des outils qui évoluent en permanence. Donc, imaginez qu'on va Voilà, pouvoir développer un programme de formation à l'échelle d'un pays. En fait, avant même qu'on lance le programme, il est déjà ouais. périmé. Donc, en fait, c'est un peu C'est le un sujet. problème quand même, ça. Ouais. Ouais, c'est un problème. Mais il y a des Et fondamentaux qui resteront vrais, sans doute. Et donc, parce que même les prompts, pendant un temps, l'année dernière, on expliquait que les prompt makers, c'était le nouveau métier et autre. Mais en fait, on oui, s'aperçoit que ça va être oui, peut-être de plus en plus facile d'écrire des prompts. Et puis, la façon de les écrire évolue. C'est pas évident de savoir si c'est une formation viable ou si ça a tant de temps que ça, de sens que ça. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que très vite, on va peut-être simplement pouvoir expliquer ce qu'on veut avec du texte tout simple, puis l'IA va être capable de le pondre. Mais c'est vrai que si on manque de vocabulaire, c'est vrai que jusqu'à maintenant encore, disons que quelqu'un qui a assez de vocabulaire dans tout ce qui est prompt, il peut produire des images plus sensationnelles que quelqu'un qui va manquer de vocabulaire. Parce que si je ne suis pas conscient des différents styles qui existent, et c'est le sujet d'ailleurs, là je digresse, mais il faut distinguer deux choses. L'intelligence artificielle et notamment les LLM, et puis la façon d'accéder à cette intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on y accède juste en posant des questions avec du texte. Mais si on manque de vocabulaire, si on n'est pas au courant de tous les différents styles dans la photographie, dans les arts, ben on va se priver de moyens d'obtenir des visuels tous plus originaux les uns que les autres, en fait, si on manque de ce vocabulaire. Parce qu'on a un problème dans l'interface d'accès à cette intelligence artificielle. On a juste une boîte de texte vide et il faut à nous de taper. Mais il faut comprendre que ça n'a, enfin, il n'y a pas de raison de penser qu'on en resterait à ça. On peut avoir toujours cette même intelligence sous le capot, mais après, on va avoir des différents développeurs d'applications, justement, qui vont permettre d'accéder à cette intelligence, mais avec autre chose que juste une simple boîte de texte. Et on a vu des expérimentations dans tout ce qui était appli de traitement des images, hein, donc Adobe et autres, qui proposent, au-delà d'un champ de texte, des options, où là, on va dire, bah voilà, la liste des options, avec des illustrations des différents effets. Et là, tout de suite, même si on n'a pas le vocabulaire au départ, si l'interface est bien conçue, on va me proposer différentes façons de prompter ou de jouer avec l'IA. Et là, ça va vraiment libérer ma créativité. Donc, même si je ne connais pas beaucoup de vocabulaire dans le domaine au départ, on me présente les différentes options, puis après, j'ai plus qu'à les tester, les hybrider. Et là, je peux enfin produire effectivement des visuels incroyables à la hauteur du potentiel de l'outil. Mais donc voilà, il faut bien comprendre l'intelligence pure sous le capot et l'interface qui permet d'accéder à cette intelligence et de s'en servir, pour que moi, en tant qu'utilisateur, être humain, je puisse libérer ma créativité ou décupler ma productivité. d'accord. Là, tu parles quand même beaucoup du futur, tu regardes un peu comment ça va évoluer, mais si on regarde vraiment aujourd'hui, enfin, c'est le rôle de qui? C'est le rôle du parent, c'est le rôle du professeur qui n'a peut-être pas du tout envie de faire la police à longueur de journée, sachant qu'il fait déjà. C'est le rôle du directeur de l'école, c'est le rôle de qui? De faire en sorte qu'il y ait pas de triche, que le ChatGPT soit pas utilisé pendant un examen officiel en présentiel. C'est le rôle de qui? Ouais, On gère ça là? Si on regarde vraiment aujourd'hui ce qui se passe. ouais, bonne question. Après, en tant que parent, on a certainement une responsabilité dans le fait de donner accès ou non à ses enfants à un téléphone portable, à Internet. Alors évidemment, il y a un âge à partir duquel ça devient
ingérable, mais il faut essayer sans doute d'encadrer ça au maximum. Il faut absolument créer des temps, je pense, même sans Internet à la maison. Bon, après, moi, c'est mon avis et je ne suis pas forcément le meilleur des spécialistes là-dessus. Mais après, pour ce qui est du corps enseignant, oui, il faut qu'il y ait une réflexion, même au niveau du ministère. Ça, pareil, ça dépasse mes compétences, mais il faut réfléchir à ça très sérieusement. Et je pense que c'est important sans doute que les professeurs, que certains prennent l'initiative de vraiment réfléchir à comment ils donnent des devoirs à leurs élèves, parce que c'est évident que là, il y a beaucoup de devoirs qui vont être faits, ou c'est juste du copier-coller de ChatGPT, et ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, sans doute privilégier les exercices en classe, les restitutions à l'oral, je pense, qui permet d'éviter, de limiter l'impact peut-être de la tricherie. Mais bon, ça, ce sont juste des idées qui mériteraient d'être creusées et développées, hein. C'est une réflexion bien plus vaste. Oui, ça mériterait des heures et des heures de discussion, mais je pense qu'on peut passer à une nouvelle news qui va changer Yes. encore un petit peu de sphère et de domaine. Alors, c'est quelque chose que j'avais pas forcément imaginé pour ma part, et je pense que c'est peut-être le cas d'autres personnes. On n'imaginait pas forcément que l'intelligence artificielle allait s'immiscer dans le monde des applis de rencontres. Et Ouais. pourtant, c'est le cas. Il y a des études qui ont été faites, notamment en 2022. Il faudrait que je retrouve exactement la source. Mais il y a des études qui ont été faites en 2022 où, en fait, à travers une appli de rencontre, une application de rencontre, les premiers échanges pendant 24 heures entre un homme et une femme, donc le robot s'adressait à une trentaine de femmes. Les premiers échanges pendant 24 heures étaient faits par uniquement une intelligence artificielle. Et après coup, seulement les femmes ont été prévenues que, en fait, elles discutaient avec une intelligence artificielle, elles devaient être ravies. Et la grande majorité d'entre elles ne s'en étaient pas rendues compte du tout. Donc, ça me fait beaucoup penser au film Her de Spike Jonze, où Ah, bien sûr. il y a la voix de Scarlett Johansson, qui est un robot finalement, qui parle avec Joaquin Phoenix. Je ne me rappelle plus du nom du personnage. Et il tombe amoureux en fait du robot, alors que Ouais. c'est certes la voix de Scarlett Johansson, mais c'est un robot. Et ça fait poser des questions un petit peu sur l'éthique et l'évolution des robots. Voilà, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de ça. C'est complètement un autre domaine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait parler les robots à notre place pour tous les domaines, dans le pro, dans le perso. Qu'est-ce que ça dit de l'être humain? Qu'est-ce que ça dit de notre société, tout ça, à Ouais, tout ton à fait. avis? Alors, ça, c'est pareil, c'est très intéressant. Alors, pour ce qui est on va dire, de la drague, en tout cas, ou de ces échanges par écrit sur Internet avant de se rencontrer dans la vraie vie, là, cette étude, en fait, c'est un YouTuber qui s'y connaît en code et qui a développé comme ça un petit applicatif qui va utiliser l'IA pour répondre sur Tinder, je crois, à des filles ou démarrer des discussions avec des filles. Et puis, ça a duré quelques jours ou au moins une journée. Et en fait, la plupart des filles ne s'en sont pas rendues compte. Donc là, bon, il y a un côté un peu gadget, un peu expérimental, un peu effet nouveauté. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je pense que c'est sans doute peut-être le sens de l'histoire, mais il faut voir ça un peu comme une espèce de course dans les deux sens. Et évidemment, ce qui va se passer aussi, c'est qu'après, filles et garçons en fait, auront leur chatbot, et ça peut devenir terrifiant, parce qu'en fait, tout ça pour dire, on va laisser nos chatbots discuter entre eux pour savoir si ça match. Et si ça match, en fait, derrière, alors après, ça va dépendre. Il y a des gens qui préfèrent vraiment parler eux-mêmes avant de se rencontrer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ça les saoule le blabla. Eux, ils veulent juste savoir s'il y a un fit potentiel ou pas. Et s'il y a un fit, on se rend compte tout de suite. J'ai même pas envie de m'éterniser. Donc, en fait, je pense que ça va dépendre des profils. Mais disons que pour les profils de personnes, hommes ou femmes, pour qui, en fait, le blabla à distance comme ça, c'est fatigant, à la limite, ils préféraient se voir directement, mais pourvu qu'il y ait quand même un fit. Pour ce genre de profil, peut-être que laisser les IA parler entre elles, pendant un certain temps, peut-être que ça permet ça va rendre service en fait. Pourquoi pas? Maintenant, le problème c'est que c'est facile de dire comme ça, mais il y a toutes sortes d'effets pervers à imaginer avec des IA qui se montent la tête, du spam ou de l'embobinage, même en tria. Donc ça peut vraiment partir dans le délire. Personne ne sait où est-ce que ça peut aller. Et à l'inverse, on peut avoir des plateformes qui vont s'assurer de contrôler suffisamment bien la façon dont elles sont organisées pour qu'on ne puisse pas brancher des outils comme ça sur elles et pour garantir vraiment un dialogue entre êtres humains. Donc,
va peut-être développer des outils pour vérifier l'identité de la personne qui est en train de taper. Par exemple, si un texte qui est tapé trop rapidement, ou je sais pas, ou même imposer le fait de peut-être qu'en fait, on discutera en étant filmé, et du coup, après, ça pourra être retranscrit si on veut pas pour autant partager un message vidéo, mais voilà, je pense qu'on pourra développer des moyens de s'assurer que c'est un être humain qui échange en face. Donc, il va y avoir toute une variété comme ça de façons de communiquer. Peut-être que dans certains cas, ça aura du sens de laisser les IA discuter entre elles. Peut-être qu'on pourra leur dire, voilà, les sujets dont tu peux parler, voilà tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces, et c'est ce qu'expliquent les youtubeurs, c'est qu'il y a beaucoup de ces échanges au départ. C'est un peu toujours la même chose, on se répète, c'est pas très original. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart de ces filles ne s'en sont pas aperçues, parce que c'était sans doute très superficiel. Donc, bon, des discussions après très superficielles, qu'on laisse les IA se débrouiller entre elles au début, pourquoi pas. Bon, après, c'est sûr que s'il n'y a que ça, c'est un peu bizarre. Maintenant, ce à quoi ça touche aussi, c'est est-ce que c'est possible de tomber amoureux d'une IA, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on a vu dans le film. Alors, vu qu'il y a des relations à longue distance qui existent, où des gens ne se rencontrent jamais, et en fait, ils ont un espèce d'amour platonique comme ça, si j'ai affaire à une IA qui me répond, mais comme un être humain aurait pu le faire, avec même un changement d'émotion ou des attitudes, de la jalousie et de l'imprévisibilité. Parce qu'en fait, je pense que ce qui nous rend uniques, nous les êtres humains, c'est qu'on a quand même un côté imprévisible. On ne peut pas prévoir ce qu'on va dire. On va avoir des sauts d'humeur, où il y a des jours sans. Donc, mais ça, en fait, ça peut se programmer dans une IA. On peut programmer une IA qui est très rationnelle, qui va pouvoir répondre à tout par A plus B, mais aussi avec saupoudré d'un peu d'imprévisibilité et d'irrationalité. Et là, ça va faire une personnalité unique à cette IA. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on parle d'IA textuelle, mais en fait, très bientôt, alors ça va être très consommateur de ressources, mais on devrait y arriver. On va avoir non seulement une IA qui peut générer du texte, mais une IA qui peut être personnifiée avec un avatar, donc une figure, en fait, tridimensionnelle, avec laquelle on va pouvoir converser en vidéo, en temps réel. En temps réel, c'est ça qui va être dingue. Donc, il faut imaginer parler à quelqu'un en temps réel. Cette personne me répond en temps réel, sans lag, un peu à l'image de la démo qu'a fait ChatGPT 4o, là. Mais sauf que on n'est pas que là, c'était qu'à la voix. Là, on imagine un visuel d'une figure et photoréaliste. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose en 3D, c'est une image de synthèse, mais c'est un réalisme photographique. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un comme je t'ai toi, là, comme ça en visio. Je pourrais pas voir la différence. En fait. Je pourrais pas voir la différence. Donc, imaginons. Ça fait flipper quand même. Ça fait flipper, mais par exemple, dans le problème de Her, ce qui casse le délire à la fin. À la limite, il sait que c'est une IA, et il était quand même amoureux d'elle. Mais ce qui a cassé son délire, c'est qu'en fait, elle parlait à plein d'autres gens. Et c'était la même qui parlait comme ça à plein d'autres gens en même temps. Mais en fait, ça c'est débile comme dans le scénario. Parce qu'on peut très bien imaginer une IA qui est codée de façon à développer une personnalité unique, complètement différente de toutes les autres IA, parce qu'on leur a saupoudré de paramètres différents sur tel et tel, tu vois, sur une série de paramètres, on aura des valeurs ajustées plus ou moins différemment, et qui fait que cette IA aura une façon de réagir imprévisible et unique par rapport à toutes les autres IA. Et on pourra même imaginer qu'il n'y ait que moi qui ai accès, que moi. Ça peut être un service, ou même on pourra même prévoir qu'il n'y a que moi qui ai accès, mais sauf si je lui brise le cœur, ou si je fais trop de conneries, ou si même il y a un côté imprévisible, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça pourrait être la plateforme qui chapeaute ça, et de toute façon, qui pourra décider de ces règles-là, et on pourra choisir de rencontrer une IA sur cette plateforme-là, parce qu'on est conscient des règles imposées justement sur cette plateforme par ceux qui ont développé la plateforme et les IA auxquels j'ai accès, dont je pourrais tomber amoureux pour ceux que ça peut brancher, j'en sais rien. Ou alors il y aura des systèmes open source où là ce sera plus libre, mais tout ça pour dire qu'on peut imaginer le même scénario que Her, sauf qu'en fait on a une IA qui derrière est unique et il n'y a que moi qui peux y avoir accès. Donc déjà, dans ce cas-là, on se dit quoi ? Le héros, il aurait continué son amourette comme ça avec une IA, peut-être. Sauf qu'en plus, dans Her, c'est que la voix. Mais il faut imaginer pour aller plus loin que le film Her, non seulement c'est pas que la voix, c'est une personne en 3D, très réaliste, on ne peut pas voir la différence avec un être humain. Et en plus, il n'y en a qu'une. Elle est vraiment unique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment personne d'autre qui est comme elle et il n'y a personne d'autre qui a accès. Voilà. Donc là, on se dit, mais ah oui, mais dans ce cas-là, oui, ça change. C'est déjà aussi réaliste que dans Her, mais ça va même plus loin. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est assez dingue. Et donc, pour tous ceux qui sont dans l'amour un peu platonique, sans doute que ça... Et d'ailleurs, il faut regarder ce que font les investisseurs. On a le fonds A16Z, donc Andreessen et Horowitz aux États-Unis. Ils expliquent que dans l'IA, c'est ce qui est le plus bankable. C'est les applis comme ça de rencontres avec des IA. C'est un petit copain, petite copine IA. Ils disent que ça va cartonner. Bon, après, ils peuvent se tromper, hein, mais il semble qu'on va arriver. Il y a déjà des gens qui sont amoureux d'IA alors que c'est très rudimentaire, c'est un peu bizarre. Mais
plus ça va être réaliste, plus ça va être unique, plus il y en a qui vont, voilà. Et puis ça va être une façon d'exprimer un amour, un attachement. Il n'y aura pas que ça, il y aura toujours la vraie vie évidemment, mais ça va être un complément, ça va se mélanger. Pour rebondir là-dessus, il y avait une IA en fait à laquelle on pouvait confier tous ces fantasmes. À un moment donné, ils avaient peur que ça aille trop loin, ils l'ont coupé. Et j'ai oublié le nom de cette IA, et quand ils l'ont coupé, en fait, ça a plongé dans la déprime beaucoup des utilisateurs, parce qu'en fait, ils avaient un besoin psychologique, un besoin vraiment physiologique, en fait, de se confier à cette IA, de parler, de discuter, parfois de s'entendre dire du sale, ou parfois de dire du sale, j'en sais rien, c'est bizarre, mais c'était comme ça. Ils étaient vraiment dans la déprime. Et quand le robot quand ça a été réactivé, gros ouf de soulagement, etc. Donc les gens, ils ont ce besoin en fait de se confier. Et en fait, s'il y a à le répondre de façon humaine, même si on sait que c'est pas un être humain, bah c'est pas grave. De toute façon, on était dans le distanciel déjà, quoi qu'il arrive. Donc ouais, ça va impacter, je pense, énormément le relationnel, mais plus en complément du reste, pas forcément à la place. Ça va peut-être un enchevêtrement de différentes relations comme ça. Donc, on dépendrait des robots de plus en plus pour la sphère de l'amour. Et est-ce que ça fait pas. Est-ce qu'on peut pas se dire que ça va créer des nouveaux troubles psychologiques et qu'on dépende de robots Non, pour mais pour ça? On a besoin de le distanciel. Tu parlais beaucoup de relations en distanciel. Il y en a qui marchent très bien, ça existe. Mais il y a besoin de contact humain quand même à la base dans bien cette sûr. sphère. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il faut voir que le monde d'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens déjà qui sont célibataires, qui n'ont pas de contact charnel. Oui, de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont en relation, mais qui souffrent, parce qu'en fait, ils sont dans des relations Ouais. abusives. Donc, si tu veux, il faut comparer ce monde-là au monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il n'est pas du tout idéal. Et donc, pour ces gens-là, en fait, ça peut être une libération, ça peut être un confort psychologique. Ce sont des gens qui peuvent se confier à quelqu'un qui va leur parler, qui va les écouter, ils vont avoir une écoute. Donc, en fait, ça vient Ou une répondre à ça. nouvelle C'est pas à source la place. d'addiction. Ou une Oui, nouvelle source c'est le risque, d'addiction, au même exactement. titre que C'est la le risque. cigarette ou l'alcool. Exactement, exactement. C'est un risque aussi. C'est opportunité et menace. Et Mais moi, mon propos, l'isolement, voilà. Et moi, après, mon parce que c'est bien propos, plus pratique de parler de bien ses sûr, fantasmes à bien un sûr. robot qu'à son meilleur C'est ami. ça. Donc, Et on le voit, en fait, c'est un problème au Japon, notamment, on connaît, hein, j'ai oublié le mot japonais pour ça, là, mais ceux qui sont enfermés chez eux, qui sortent pas depuis oui, 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 oui. mois, Ouais. ça fait flipper. Et donc ça c'est un des risques. Et oui, et si on pousse vraiment la réflexion vraiment jusqu'au bout, le risque, c'est un peu dans Matrix. On est tous, à la limite, on a même plus de corps, on a juste un cerveau qui est connecté à Internet, et puis on baigne comme ça dans un liquide, et on est tous là, on est tous heureux de vivre des vies de dingue dans le métaverse, mais en fait, il n'y a plus personne qui se rencontre dans le monde réel. Voilà. Mais comment dire? Donc ça, ce qui est sûr, mon propos, c'est pas de dire c'est souhaitable, parce que en fait, j'en sais rien, parce que je peux pas prévoir tous les tenants, les aboutissants. Je peux pas prévoir tout. C'est vraiment c'est vraiment multifacette. On ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'en fait, c'est toute une série de tendances qui vont s'entrecroiser. Donc on peut pas calculer ce qui va se passer. C'est trop compliqué. Mais mon point, c'est de dire que ces scénarios, ils sont probables. Ils sont a priori à peu près inarrêtables, parce que on est dans un monde maintenant très décentralisé. Il y a entre les grandes plateformes, et puis tout le phénomène open source, on le voit avec les deepfakes et tout, c'est à peu près inarrêtable. Donc où est-ce que ça va nous conduire? D'un côté, ça peut être la libération de l'emprise, pour ceux qui sont sous l'emprise de personnes abusives ou autres, ou qui sont dans l'isolement plus profond, ça peut les libérer. Pour d'autres, ça peut transformer en addiction. Ça va dépendre des uns des autres. C'est vrai que bien malin, celui, encore une fois, qui peut prédire comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ces tendances-là, elles sont à peu près inarrêtables. Donc la question, c'est pour ça que c'est bien d'en parler dès maintenant. Comme ça, on s'éveille un peu à ces enjeux, à ces opportunités, à ces menaces, et on essaie de voir comment on peut essayer de les orienter. Peut-être en discutant d'ores et déjà. Mais c'est quand même le sens de l'histoire. On va se plonger. Puis là, tu disais, on a besoin de. Mais tu vois, d'ailleurs, on n'est pas forcément tout seul juste face à des IA. Tu peux dialoguer via le métaverse avec quelqu'un. Bon, là, on se voit par visio interposée, mais demain, on aura peut-être des lunettes où on aura l'impression d'être en 3D, d'être, tu vois, dans le même café. Tu vois, donc après, il y aura cette immersion. Tu pourras te réunir avec des gens. C'est ce mélange, en fait, entre le métaverse et l'IA aussi. Tu vois, on ne parle pas que de parler avec des avatars qui sont derrière animés par l'IA. Tu peux discuter avec d'autres êtres humains, mais qui sont à l'autre bout du monde. Donc, ça va nous rapprocher. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit Il y a des que limites à tout ça. il y a des limites. Et puis, mais c'est vrai qu'on a un risque d'addiction, parce que c'est difficile d'avoir affaire à quelqu'un qui est exactement sur le même monde que nous tout le temps.
Alors qu'en fait, l'IA, elle peut être sur la même onde que nous tout le temps. Elle peut apprendre à nous connaître. Et c'est un peu le problème qu'on a, c'est que quand on est sur son feed Facebook, c'est tellement bien, ou son feed de ce qu'on veut, c'est tellement bien optimisé au bout d'un moment qu'on est accro parce qu'on peut scroller comme ça pendant des heures. Alors qu'à l'inverse, on est à une table, à une discussion avec un groupe de gens. Au bout d'un moment, des fois, peut-être qu'on ne saura plus quoi dire parce et on va se plonger comme ça dans notre feed. Et c'est un peu un des dangers, effectivement. Et ça sera Déjà, encore c'est déjà en plus en train plus addictif. d'arriver. Ouais, Ça sera encore ça va. plus addictif que ce qu'on voit. Aujourd'hui, c'est une addiction à un espèce de feed comme ça qu'on scrolle sur un petit écran. Mais il faut imaginer après un univers tridimensionnel, ultra addictif, d'ailleurs qui mélangera la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas besoin de s'enfermer seulement dans son bureau avec de la réalité virtuelle. On pourra marcher dans la rue avec des lunettes, mais qui nous feront tout voir, par exemple en rose, ou alors tous les êtres humains, ils auront des têtes de lapin, et en temps réel, c'est pas juste un petit masque sympa, 2 secondes dans une vidéo machin snap, c'est non, tout, les voitures, ça sera des carrosses, alors on voudra quand même que les voitures soient là, parce que sinon on se fait écraser par la voiture, mais au lieu d'avoir une voiture, on aura un carrosse, voilà, et donc tout ce monde-là, il sera repeint avec de la peinture qu'on veut, le filtre qu'on veut, mais il y aura le monde réel sera vraiment là, donc je parlerai à mon banquier, en fait, ça sera un gars avec, je sais pas, une tête de cochon, un groin et tout, enfin, ça sera un délire incroyable, donc c'est comme si on était shooté tout le temps, mais du coup, ça sera un monde encore plus addictif. Et dès qu'on va enlever les lunettes, bah là, pour beaucoup, il y en a, ils risquent Bah, de. Ça va être c'est chaud, quoi. une drogue, hein, ça va devenir Ça, une drogue. c'est Et en vraiment le matière risque. d'énergie, on en parlera sûrement à un prochain échange, Ouais, bien un sûr. prochain interview, mais en termes d'énergie, tout ça, il y a des limites, il y a des limites éthiques, il y a des limites psychologiques, il y a des limites Ouais, financières, et il y a des limites en matière d'énergie, quoi. C'est hyper ouais, énergivore, l'IA, et ouais. ça serait un sujet qui serait intéressant d'aborder Ouais, bien sûr. dans Alors un ça, prochain j'ai épisode. beaucoup Mais... de choses à dire sur l'énergie, mais on pourra en reparler une autre fois. Ouais. Mais en 2 mots, sur Bon, mais l'énergie, en fait, on va consommer toujours plus d'énergie, mais on entrevoit quand même des moyens d'en produire encore plus. Et in fine, en fait, on est 10 milliards d'êtres humains sur Terre, et en fait, ce nombre va aller en baissant. Et en fait, il y a des façons de produire l'énergie verte, notamment le solaire, oui, tel qu'en fait, on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Mais bon, disons que ça va dépendre quand même de la quantité in fine. Mais oui, ça va supposer d'avoir beaucoup de panneaux solaires. Alors, ils sont de moins en moins chers. Et puis, ils occuperont de plus en plus de surface sur Terre. Alors, Dieu de merci, il y a plein place. d'endroits, des déserts et autres, où l'avantage des panneaux solaires, c'est que tu peux les mettre dans le désert, dans les endroits qui ne sont pas utilisés jusqu'à maintenant. Donc, tu n'es pas en compétition avec les terres fertiles pour la nourriture. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a assez de déserts pour vraiment derrière aller chercher. Alors après, il faut l'acheminer forcément là où on est, ça c'est encore aussi une autre histoire. Mais il y a quand même beaucoup de solutions. Puis après, il y a la fusion nucléaire, etc. Enfin bref, c'est d'autres sujets. Il y a des raisons d'entrevoir un monde d'abondance énergétique extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est une course. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que nos besoins énergétiques d'aujourd'hui, si tout le monde vivait comme des Américains, on pourrait quand même s'en sortir, rien qu'avec les énergies vertes, grâce à la chute du coût de l'énergie solaire. Le problème, c'est que oui, si demain on consomme encore plus d'énergie que les Américains aujourd'hui par habitant, là, bah, ça va dépendre de la quantité. Si c'est 100 fois plus, peut-être qu'à un moment donné, oui, il y aura pas cette surface sur laquelle mettre des panneaux solaires, ça va être du n'importe quoi. Donc ça, je sais pas, le système va s'autoréguler. En fait. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'on soit dans les énergies vertes au plus tôt pour plus détruire notre planète. À partir du moment où on est dans les énergies vertes, bah, il y aura d'autres contraintes et puis ça va être l'offre et la demande. Au bout d'un moment, bah, on ne pourra peut-être pas faire les applications ultimes d'IA parce qu'elles sont trop énergivores et il n'y a plus d'énergie. Mais au moins, si l'énergie qu'on utilise jusque-là, elle est verte, elle ne pourrit plus la planète, déjà ça, c'est vraiment le plus important avant d'aller plus loin. Ça, c'est un super sujet pour un prochain épisode, en tout cas. Ouais, Bon, mais super, on va s'arrêter là, Thomas, si ça te va. Bon, ouais, ça fait parfait, très déjà bien. bientôt 45 minutes qu'on parle, Ouais, et on super, bah s'était... voilà, bah, un plaisir. Et puis voilà, Merci. rendez-vous au prochain épisode alors. Ouais, salut! Allez, merci à tous.